les Japonais en ont ras le bol. Petite explication. 36,87 millions de touristes en 2024, le Japon a explosé son record. Et dans la bouche des médias depuis plus d'un an, on entend un seul mot dans leur bouche. Overtourism. 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 Qui veut dire en français surtourisme. Le Japon n'arrive pas à gérer l'afflux de visiteurs qui viennent chaque année au pays du soleil levant. Ce qui mène à des rues et des transports bondés, des amoncellements de déchets et bien sûr à des incivilités. Tout ce que vous venez de voir, forcément, ça fout la rage et c'est clairement pas l'image qu'on a envie de donner aux Japonais. En revanche, pour l'afflux trop important de touristes, navré de le dire comme ça, mais la France plie en deux le Japon. Vous trouvez que 36,87 millions c'est beaucoup? En France, on est à 80 millions de touristes en 2022. Et c'est rare de dire ça, mais on s'en sort beaucoup mieux qu'au Japon. Alors pourquoi le Japon est autant en PLS avec les touristes? Une des différences qui explique cette mauvaise gestion, c'est le côté soudain de cette montée du tourisme au Japon. Encore en 2010, il n'y avait même pas 10 millions de touristes par an. Et si on remonte plus loin, on ne dépassait pas les 5 millions avant 2002. En 15 ans, le nombre de touristes a été multiplié par 4,3. C'est énorme. C'est comme si en France, d'un coup, on recevait 333 millions de touristes en un an. Forcément, les infrastructures ne suivraient pas et ce serait un véritable chaos. Et c'est comme ça que le Japon instaure dans la hâte des règles, parfois extrêmes. En 2024, j'ai eu le plaisir de découvrir pour la première fois que plusieurs jours avant Halloween, dans le quartier de Shibuya, la statue de Hachiko était barricadée. Impossible de prendre une photo ou même de la voir. Par contre, on ne pouvait pas passer à côté de toutes les signalisations No Halloween in Shibuya. En publicité, sur les lampadaires, dans le métro, vraiment partout. Et c'est pas la première année, déjà en 2023, ils avaient fait la même communication. D'ailleurs, perso, je trouve que le logo du kanji de Shibu, de Shibuya, est très bien réussi avec la tête de citrouille barrée à l'intérieur. Vraiment très bon design. Mais alors pourquoi? En fait, depuis que les touristes ont compris que Shibuya Halloween, eh bien c'est assez stylé avec tout le monde qui est déguisé, eh bien ils sont venus de plus en plus nombreux. Et fatalement, les débordements sont devenus de plus en plus nombreux. Enfin bon, si on part du principe qu'on ne veut pas du tout de débordement, il faut arrêter l'existence du samedi soir à Shibuya. La vraie raison du bannissement de Halloween à Shibuya, elle se trouve ailleurs, et littéralement ailleurs. At least 149 people were killed and another 150 injured in a stampede when a huge crowd celebrating Halloween crammed into an alley in the Itaewon area of Seoul, South Korea's capital, Saturday night, according to emergency officials. Même si ça n'a pas frappé le Japon directement, l'ombre de cet incident plane sur Shibuya pour de gros événements. Mais alors du coup, leur campagne de dissuasion, elle a fonctionné ? Eh bien, je vous laisse juger. Ça, c'est en 2022 avant les campagnes de restriction. Ça, c'est en 2023. Et ça, c'est en 2024. Bon, c'est mitigé. Il y a un peu moins de monde. Mais bof. Par contre, une amélioration qui se voit moins, eh bien, c'est l'état d'ébriété de ces personnes. Pour Halloween 2024, la vente d'alcool dans les combini autour de Shibuya a été interdite. Et les restrictions ne se sont pas limitées à Halloween. Il y en a eu aussi pour le Nouvel An. Avant, il y avait un énorme décompte sur les écrans géants. Et là, ils ont tout arrêté. Et quand je dis qu'ils ont tout arrêté, cette fois-ci, ils sont vraiment allés franco. De ce qu'on voit dans cette vidéo, ils ont même éteint tous les écrans géants du Shibuya Crossing. Donc règle numéro 1, pas d'événement à Shibuya. C'est la première règle de cette vidéo et il y en a 15 autres. C'est parti! En France, on a le droit de boire de l'alcool sur la voie publique, mais on ne doit pas présenter d'état d'ivresse. Au Japon, on peut boire sur la voie publique et on peut s'allonger sur le sol en état d'ivresse. Je le répète, mais je n'ai jamais été plus jugé qu'au Japon lorsque je dis que je ne bois pas d'alcool. Tu es malade? Tu tiens pas d'alcool? Tu arrêtes juste pour ce mois-ci? Et les réflexions sont d'autant plus nombreuses que la personne à qui je m'adresse est âgée. L'alcool au Japon, c'est social, c'est normal, sauf dans 2 lieux. Règle numéro 2, on ne peut plus boire d'alcool ni à Shibuya ni à Shinjuku de 18 h à 5 h du matin. Cette règle est appliquée depuis le 1er octobre 2024 et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est, mais alors vraiment pas du tout respectée. Tous les soirs, il y a des Japonais et des étrangers qui achètent leurs canettes au combini et qui les boivent devant le combini. C'est ce que j'appelle d'ailleurs personnellement les combini de la honte. Et même devant le mini-poste de police, les Kobains, aucun stress, ça picole sans vergogne. This is a police station. Yeah, it's a police station. Keisatsukan. Keisatsukan. People are drinking right here. It's illegal right now. Yeah. What the fuck? Là, il est pas si tard, du coup, je suis dans la légalité. Mais il me reste 45 minutes avant la fin de la légalité. Avant la garde à vue. Avant la garde... Il me reste 45 minutes avant la garde à vue. Mais alors, que fait la police? Eh bien, pour le moment, ils sont plus en mode prévention que répréhension. Les policiers japonais font des rondes pour demander gentiment aux gens d'arrêter de boire ou alors de finir leur boisson qu'ils ont dans leurs mains. Ce qui fait
que c'est un peu bizarre parce que là où les policiers y passent, eh bien c'est cul sec général pour tout le monde. Cul sec pourquoi pas, mais avec autre chose que de l'alcool, eh bien c'est mieux. Et oubliez pas les boissons multicolores qu'il y a comme dans les distributeurs automatiques ou encore dans les combini, c'est très sympa quand on est jeune, j'avoue j'étais totalement accro. Mais le sucre au bout d'un moment, faut savoir un peu freiner. Je vous jure, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai compris assez sur le tard, c'est que plus tu limites ta consommation de sucre, plus la saveur que tu vas avoir sur tous les autres aliments, eh bien ça va être vachement plus expressif. En tout cas, votre mode de vie va drastiquement changer et aussi pour le sport, waouh, mais vraiment le sucre quand tu réduis ça et que tu mets presque à zéro, c'est game changer de fou. Maintenant, dès que je prends un truc sucré, je sens mon indice glycémique monter carrément. J'ai pris des donuts tout à l'heure. C'est pour ça que ça, c'est beaucoup plus sain, surtout pour les personnes comme moi qui n'aiment pas trop boire de l'eau toute simple. Grâce à Oli Énergie, je peux avoir une boisson bien énergisante pour ma séance sans que c'est des goûts horribles. Oui, je parle souvent du pomme grenade avec le piranha, mais le gorille avec le raisin, c'est vraiment pas mal non plus. Bien sûr, tu as aussi la gamme Iced Tea qui est plus orientée vers les personnes qui veulent vraiment freiner le sucre. Et tu as la gamme Hydration qui te permet de rester bien hydraté pendant ta séance de sport. D'ailleurs, moi j'ai pris la noix de coco sur la gamme Hydration. Et bien que d'habitude, j'aime pas trop la noix de coco, là franchement, j'adore. Dans la description, vous avez un lien mais aussi 2 codes. Le premier, Louis 5 qui vous donne 5 € à votre première commande et Louis tout court qui vous donne 10% de réduction sur votre commande. Vraiment prendre du soda au bout d'un moment, je vous jure, les dents, le sucre, etc. Prenez du Oli. Règle numéro 3. Quand vous venez au Japon, d'office vous payez 1000 yens. Vous allez me dire que c'est faux, que vous êtes déjà venu au Japon, que vous n'avez jamais payé, c'est normal. C'est parce que les 1000 yens ils sont inclus dans le prix du billet d'avion. Sauf que le Japon, avec sa popularité, il se rend bien compte que 6,22 €, c'est peut-être pas assez. Et selon certains japonais, il faudrait mettre une taxe beaucoup plus haute. 冬の人気観光地でオーバーツーリズム問題が深刻化していました。年間の観光客は120万人を超えています。いやもうめっちゃ綺麗ですね。なんかインスタとかで見てた感じで。 C'est Ginzan Onsen dans la préfecture de Yamagata et ça a beau être loin de Tokyo et des sites touristiques habituels, et bien comme vous le voyez, il y a beaucoup de touristes. Mais alors comment autant de touristes arrivent à se retrouver à cet endroit-là qui est pourtant à 1 heure en voiture de l'aéroport de Yamagata? Et bien la réponse, c'est ce que vous voyez peut-être derrière moi sur le parking, ce sont les cars des tours opérateurs. Et il faut que vous compreniez quelque chose, les Japonais lorsqu'ils dénoncent le surtourisme à 99,9%, ils pensent aux Coréens et aux Chinois. Peut-être surtout aux Chinois. Je ne vais pas vous refaire l'histoire, ils se détestent mutuellement et j'ai envie d'attirer votre attention sur les commentaires de la vidéo YouTube que je viens de vous montrer. Le Japon doit retrouver son image de destination touristique onéreuse en introduisant la version japonaise de l'ESTA et en collectant des frais de dossier d'environ 300 $. J'ai eu la chance de pouvoir y aller lors de mon voyage GoTo pendant la pandémie de coronavirus. Il n'y avait que des touristes japonais, j'ai pu donc en profiter sans problème. Je pense qu'on peut trouver un peu plus direct. Quand j'y suis allé, c'était plein de Chinois, c'était donc l'enfer. Ah, voilà qui est plus clair. Désormais, si nous collectons 10 000 yens de droits d'entrée dans les principaux sites touristiques auprès de touristes étrangers sans scrupules, ou 30 000 yens de taxes d'entrée pour les séjours de courte durée, ce problème sera résolu d'un seul coup. Pourtant, le stupide gouvernement japonais ne s'intéresse qu'au tourisme récepteur qui cherche la quantité plutôt que la qualité, sans se soucier du surtourisme. Effectivement, là où ce commentaire YouTube n'a pas tort, c'est que le gouvernement japonais, il a peur d'instaurer une taxe uniquement pour les touristes. Pour le moment, c'est illégal au Japon de pratiquer un tarif différent pour un japonais d'un étranger, même si certains restaurants n'ont pas attendu les mesures officielles pour mettre des tarifs plus élevés sur les cartes où c'est écrit uniquement en anglais. Tiens. Toutefois, en dehors de la restauration, par exemple pour la visite des monuments, tant que l'écart il n'est pas gargantuesque, eh bien, je trouve que c'est pas si choquant d'avoir un tarif différent d'un touriste, d'un local, tout simplement parce que le touriste, il viendra probablement une fois dans sa vie, alors que le local, eh bien, il reviendra certainement plusieurs fois d'affilée. C'est pour ça qu'en attendant, les municipalités se contentent d'augmenter les taxes déjà existantes, comme par exemple la ville de Kushiro en 2015 qui a augmenté sa taxe baignade, passant de 150 yens à 300 yens. Ça va. Puis une fois que tout le monde avait bien accepté les 300 yens, ils sont passés de 300 yens à 500 yens. Ça va encore. Faut pas oublier que cet argent-là, il va être utilisé par la municipalité pour pouvoir accueillir mieux les touristes. Donc cette règle d'augmentation des taxes n'est clairement pas une mesure drastique, contrairement au point suivant. Règle numéro 4. Là, je suis à Oshinoakai, vous voyez, c'est un gros lieu touristique de la région, forcément, parce que on a la vue sur le mont Fuji qui est quand même, je vais le dire, vraiment très imprenable. Là, c'est vraiment magnifique. Il y a beaucoup de monde autour, hein. Mais moi, je trouve que ça va. C'est cohérent, enfin, je veux dire, le lieu est beau, il y a des trucs à visiter, il y a une jolie vue, il y a des étangs partout, il y a des trucs super stylés et on se marche pas dessus non plus. Bien sûr, le lieu serait beaucoup mieux s'il y avait personne, tu vois. Mais là, factuellement, le lieu est conçu pour, sur tourisme, mais tourisme cohérent.
Me voilà plus proche du mont Fuji, 3776 mètres de haut, la montagne la plus sacrée du Japon. Et oui, j'en profite pour vous donner quelques informations parce que j'en ai jamais parlé quasiment sur ma chaîne. Et le mont Fuji, il y a plusieurs manières d'en profiter. La première, c'est bien sûr la vue. Chose quand même assez remarquable, quand il fait beau et que la vue est dégagée, eh bien on peut le voir depuis même Tokyo. Ensuite, bien sûr, on peut se rapprocher de beaucoup plus près, comme ici par exemple, ou même encore plus près. Et la petite pépite, c'est quand même d'aller dans un ryokan avec un rotemburo, donc un onsen en plein air, et là, profiter de la vue tout en étant nu. Bonheur. Mais une autre manière d'apprécier le mont Fuji, c'est l'ascension. L'ascension est généralement ouverte entre le 10 juillet et le 10 septembre environ. Et faut l'admettre, cette montagne, elle claque. Je veux dire, ce qui fait la beauté du mont Fuji, c'est que c'est vraiment une montagne, mais vraiment parfaite en termes de forme. Et aussi, il y a très peu de montagnes aux alentours. Elle n'est pas dans une chaîne de montagnes. C'est pour ça qu'elle donne un effet un peu de domination sur le paysage. Et c'est pour ça que vraiment, elle est aussi prisée. Et elle est prisée par les Japonais, mais aussi par les touristes. Et je pense que vous ne vous rendez pas compte à quel point cette montagne, elle attire les touristes. Ce sont des images prises tout au long de l'ascension du mont Fuji. Bien sûr, le problème ce n'est pas de faire l'ascension. Au contraire, si vous avez envie de le faire, je vous y encourage fortement. Le problème, c'est l'afflux de touristes que le Japon n'avait pas encore réussi à gérer à cette époque. Il n'y avait aucune restriction, mais en voyant la situation, forcément, ils ont décidé d'agir. Et c'est pour ça que fatalement, ces dernières années, de nouvelles règles ont émergé pour limiter le nombre de personnes et pour limiter aussi le mauvais comportement de certaines personnes. Et c'est pas forcément jeter des détritus partout. Est-ce que vous connaissez le concept du bullet climbing ? C'est la pratique qui consiste à gravir une montagne, en l'occurrence ici le mont Fuji, sans prendre de pause ni se reposer dans un refuge. Économiquement, c'est top, pas de place dans un refuge à payer, mais l'ascension, vous allez la payer autrement. Cette pratique démultiplie dangereusement les risques de blessures, d'accidents, d'hypothermie et même de décès. Forcément, quand on n'est pas préparé adéquatement et qu'en plus on veut faire la montée et la descente d'une traite, c'est un miracle si tout se passe bien. C'est pourquoi le sentier le plus connu et emprunté, le sentier Yoshida, est désormais fermé entre 16h et 2h du matin pour éviter les ascensions sauvages de nuit. Et il est également devenu payant avec un droit d'entrée de 2000 yens et une limite de 4000 randonneurs par jour. Ces mesures se sont montrées efficaces, passant de 205 000 le nombre de randonneurs en 2023 à environ 178 000 en 2024. Mais comme je vous l'ai dit, l'ascension, c'est un des aspects de profiter du mont Fuji. Le deuxième, c'est la vue. Règle numéro 5. Je suis actuellement sur le parking d'un combini à Fujikawa-Guchiko, donc à côté du lac Fujikawa. Cet endroit pour moi, c'est le symbole du surtourisme débile. Vous voyez derrière moi là, il y a du monde de fou dans tous les sens. Même moi je suis choqué parce qu'en fait j'avais regardé des vidéos et je pensais que ça s'était calmé. Et en fait ce qui s'est passé, si vous voulez, on est sur les lieux d'un Lawson. Il y a eu une vidéo, une photo, je sais pas, qui a été prise à mon avis, qui a été partagée sur TikTok, sur Instagram massivement. Et du coup, tout le monde vient prendre sa photo ici. Effectivement, il y a une très jolie vue sur le mont Fuji avec le Lawson, mais qu'on soit d'accord, le mont Fuji, c'est l'élément principal de la photo. Et en plus, on a de la chance, le mont Fuji, il est très cool, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien autour. Donc tu peux le prendre à 360 degrés sur des centaines de kilomètres de périphérie. Pourquoi tu viens là, mais genre là quoi? Récemment, ça avait été annoncé comme quoi ils ont mis des bâches noires en fait pour bloquer la vue parce que des gens traversaient n'importe comment. Et en fait, vous voyez là où il y a énormément de touristes qui sont placés, vous voyez, il y a des pylônes. Et en fait, les bâches noires, elles étaient là, sauf que il n'y a plus de bâches noires. Alors, j'avais lu un communiqué comme quoi ils avaient dit qu'ils enlèveraient les bâches noires quand la situation se serait améliorée. J'ai pas l'impression qu'elle se soit améliorée, les gars. Autant quand les touristes, tu vois, ils veulent faire, et même moi le premier, quand on veut faire le Temple d'Or ou quand on veut faire le Fushimi Inari à Kyoto, c'est des lieux historiques, c'est des lieux touristiques, je comprends, le lieu est cool. Là, c'est juste pour sa photo Instagram du Lawson, quoi. Et encore, tu veux ta photo Lawson avec le mont Fuji, il y a plein de Lawson. Et en plus, c'est les mêmes Lawson avec la vue sur le mont Fuji où il y a beaucoup moins de monde. Stupide. Les gens, voilà, ils se font déposer ici précisément. C'est devenu vraiment l'attraction touristique de tout le truc. Soyez pas stupides comme ça. Vraiment, c'est... Le car, il dépose en fait carrément. Enfin, ça fait partie d'une des attractions du tour opérateur. Attends, mais je viens de comprendre. Il s'est arrêté, pas au niveau du feu, mais avant, pour que les gens puissent prendre leurs photos en fait, dans le bus. Mention tristesse pour la personne qui habite ici, hein. Mais il y a un truc que Malo a vu et qui est très intéressant, regardez. C'est écrit « Caution, do not run into the roadway », donc ne courez pas pour traverser. Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui vous choque dans ce panneau? Malo, tu l'as vu tout de suite, moi je l'aurais pas vu je pense, hein. C'est écrit en plein de langues, sauf le japonais. Ce n'est même pas écrit en japonais. Ça c'est vraiment... Là il y a un peu de « té ». C'est vraiment hallucinant. Je pensais pas que ce serait aussi abusé. Là, je suis actuellement dans la queue. En fait, il y a une queue pour se prendre en photo. Donc en fait, c'est quand même organisé par les gens eux-mêmes. Comme ça fait comme s'il y avait presque personne devant le Lawson. Là, tu vois, c'est autour de la fille qui est en doudoune blanche là. Et ces photographes, tu vois, voilà, et les photographes, ils sont de l'autre côté de la route. Le bus, il est vénère parce que là, il y a des gens qui sont en dehors de la barrière. Donc là, c'est exactement ce qui est dit. C'est l'endroit où ça klaxonne le plus du Japon. J'ai jamais vu ça. On va traverser pour voir à quoi ça ressemble. En fait, ils ont quand même réussi à trouver un angle où ça marche, quoi. C'est chaud. Voilà, ça ressemble à ça. Si vous avez envie d'avoir une photo comme ça, venez. Hein. Règle numéro 6.
Faire la queue, un des sports préférés des Japonais. Vraiment, je vous jure, les Japonais, ils adorent ça. En gros, quand il y a la queue, ça veut dire que c'est un gage de qualité. Ça veut dire que ça donne envie à d'autres Japonais de faire la queue. Sauf que du coup, il y a de plus en plus de Japonais qui font la queue et donc il y a de plus en plus de Japonais qui font la queue. C'est un cercle vertueux exceptionnel pour les restaurateurs. Et d'ailleurs, ils en ont bien besoin parce que les Japonais, c'est des critiques de malades en termes de nourriture. Parce que nous, on utilise Google Maps, mais eux, ils utilisent ce qu'on appelle Tabelog. C'est une application où vraiment, c'est encore une fois noté sur 5, mais cette fois-ci, quand tu as genre 3, 3,5, c'est déjà exceptionnel. J'ai vu une fois un truc qui était à 4, mais c'est genre légendaire. Et dans ces adresses légendaires, forcément, eh bien, ça fait la queue. Et c'est vrai que ça, quand on est touriste, c'est pas l'activité qu'on préfère faire non plus. Et ça, le site TableCheck l'a très bien compris. C'est un site qui a mis en place un système de fast-pass qui permet de réserver et de skip carrément la queue. Alors bien sûr, c'est pas sur tous les restaurants, loin de là, mais quand tu regardes en fait la liste de restaurants, eh bien tu remarques que c'est majoritairement des restaurants de ramen. Et effectivement, dans le centre-ville à Tokyo, un restaurant de ramen qui est un peu coté, t'as rapidement des queues de malades qui se forment. J'en ai fait un d'ailleurs il y a pas très longtemps. J'ai fait la queue parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Japonais qui faisaient la queue. J'ai fait comme les Japonais. Bah écoutez, alors oui, la quantité était là, mais par contre la qualité, je connais des bien meilleures adresses. Hein. Donc voilà, parfois ça peut être un peu déceptif, mais dans la liste, je défile les noms des restaurants et là je vois quoi? Ramen Breakbeats. Alors peut-être que ça ne vous dit rien et d'ailleurs très certainement, mais c'est le restaurant de ramen de mon cousin par alliance. Et je savais qu'il cartonnait, mais à ce point-là, c'est vraiment cool. Depuis qu'il a fait une collaboration avec Nissin pour faire des cup noodles, voilà, des nouilles instantanées de sa marque de restaurant, vraiment je le vois partout. Donc voilà, n'hésitez pas à aller réserver son restaurant dans le site TableCheck, c'est vraiment très très bon. Règle numéro 6, même dans les restaurants populaires, on réserve sa place. Ce qui est d'ailleurs le strict contraire de ce que je fais lorsque je prends le Shinkansen. C'est parti pour Kyoto. Actuellement, je suis installé dans le Shinkansen sur une place qui est non réservée. En gros, j'ai acheté mon ticket ce matin sans réservation et j'ai choisi ce qu'on appelle Jiuseki. L'avantage, c'est que le prix est moins cher que si j'avais pris une place définie, tout en me permettant de prendre n'importe quel train à n'importe quelle heure de la journée. Ça, c'est fou. Par contre, le défaut, parce que oui, il y en a un, c'est que je ne peux choisir des sièges que dans les wagons non-reserved seat. Ça reste excessivement pratique, mais à partir du 15 mars 2025, eh bien peut-être qu'on ne pourra plus faire ça. En tout cas, moins facilement. Effectivement, la Japan Railway Co a annoncé passer de 3 wagons sièges libres à 2 wagons sur la ligne qui relie Tokyo à Fukuoka, en passant bien sûr par Osaka. La raison, c'est tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de demandes pour des sièges réservés. Et effectivement, je comprends un petit peu pourquoi, parce que les touristes, en fait, ils sont pas habitués à ce système aussi pratique. Prendre le train à grande vitesse, le Shinkansen comme on prendrait un métro, c'est vrai que c'est pas intuitif. On pense qu'il faut s'y prendre à l'avance, qu'il y a besoin de réserver, alors qu'en fait, bah, pas du tout. Fatalement, à cause du surtourisme, le nombre de réservations en ligne ne fait qu'augmenter, et donc on sacrifie un wagon siège libre pour faire plus de sièges réservés. Ce qui est cool pour les réservations, mais moins cool pour les gens qui veulent partir sur un coup de tête. Donc à partir de mars 2025, pour les jours de forte affluence, la règle c'est réservez vos billets de Shinkansen à l'avance. Et aussi, pensez à vérifier la taille de vos bagages quand vous prenez le Shinkansen. Si la largeur, la longueur et l'épaisseur de votre valise dépassent 160 cm, alors il faut réserver l'espace approprié pour le bagage. Trop de touristes ont abusé de ça et le Japon a dû se sévir. Bon, après, l'amende, je vous avoue, c'est juste 1000 yens, hein. C'est pas non plus super dissuasif. Et si vous voulez savoir comment les Japonais, eux, ils font, eh bien ils utilisent Yamato Transport. Ils font expédier leurs valises directement à leur destination, ce qui est beaucoup plus pratique que de se la trimballer. Surtout si, comme moi, vous voulez aller à Kyoto. Là autour de moi, il n'y a que des touristes étrangers. C'est normal, je suis à Kyoto, la ville touchée par le surtourisme. Même dans les reportages japonais, instantanément après avoir mentionné le mot surtourisme, on interviewe des étrangers. 今日のテーマは日本でも海外でも起きているオーバーツーリズムです。さあまずは海外から訪れた観光客に聞きました。 Et ça, c'est aussi ce que je me disais jusqu'à ce que je tombe sur cet article du Japan Times. En 2023, 50,28 millions de touristes ont visité la ville de Kyoto. Tiens, c'est bizarre, il n'y a que 25 millions de touristes étrangers qui sont venus au Japon en 2023. Et même s'ils venaient tous à Kyoto, ce ne serait même pas la moitié de ce nombre. Alors, l'erreur, elle est où? Eh bien, les 25 millions en 2023 et les fameux 36 millions en 2024, c'est le nombre de touristes étrangers, pas tous les touristes. Et c'est là où tu te rends compte que depuis le début, il y a beaucoup de touristes japonais. Ça n'a rien de très surprenant au Japon parce que quand tu es avec des locaux, tu te rends très vite compte que très peu ont voyagé à l'étranger. Seulement 19% des Japonais possèdent un passeport. C'est extrêmement peu. Pour vous donner une idée, en France, on est 50% à en avoir un. Et encore, je rappelle, il n'y a pas de nécessité d'en avoir un en France pour voyager à l'étranger. Alors qu'au Japon, si tu n'as pas de passeport, tu peux tout simplement pas voyager à l'étranger. Maintenant qu'on a compris qu'il y a des touristes étrangers et japonais, c'est quoi le ratio? 90-10? Moitié-moitié?
Pas du tout. Parmi les 14,75 millions de touristes qui ont séjourné au moins une nuit à Kyoto en 2023, eh bien il y en a seulement 5,36 millions qui sont étrangers. À peine un peu plus d'un tiers. Ça fait 36% d'étrangers pour 64% de touristes japonais. Donc ça veut dire que la majorité des touristes qui composent le surtourisme dont on parle tant dans la ville de Kyoto, eh bien ce sont les Japonais eux-mêmes. Et à votre avis, sur la première page Google en tapant Kyoto Overtourisme, combien d'articles mentionnent que la majorité des touristes de Kyoto sont des Japonais? Je vous le donne en 1000, un seul. Non, je plaisante, zéro, absolument aucun ne mentionne que la majorité des touristes sont des Japonais. Alors, ils ne disent pas le contraire non plus, mais c'est sûr que c'est pas l'information la plus intuitive. En revanche, le nombre de 50 millions de visiteurs par an, ça il ressort très souvent. Donc le problème des bus bondés, des trains saturés, des rues surpeuplées, en gros tout ce qui touche à la surpopulation dans la ville de Kyoto, eh bien on peut déculpabiliser un petit peu. Surtout les Français, parce que j'ai fait une répartition par nationalité, on représente 0,24% des touristes qui viennent à Kyoto. Vraiment une goutte d'eau. Alors on pourrait s'imaginer éventuellement que les touristes japonais ne vont pas aux mêmes endroits que les touristes étrangers. Sauf que, est-ce que vous connaissez les voyages scolaires? Effectivement, beaucoup d'écoliers qui sont en dehors de la ville de Kyoto eh bien, viennent à Kyoto pour visiter les monuments historiques, l'histoire de la ville et forcément se retrouvent dans les mêmes quartiers que les touristes. Et je vous jure, je ne pensais pas, mais depuis qu'on est arrivé, on voit que ça. Le nombre d'élèves partout à droite à gauche, c'est impressionnant. Très intéressant, là carrément le gérant d'un magasin qui vient d'appeler, il vient de dire les étudiants, eh bien vous avez une réduction dans ce magasin. Regardez, regardez derrière moi, il n'y a que des étudiants en fait. Eh, les touristes, hein, pas ce que vous pensez. Regardez le nombre de cars de touristes qu'il y a derrière moi. Alors je pense qu'il y a beaucoup de cars de Coréens, de Chinois, de Taïwanais éventuellement parce que j'ai vu qu'il y en avait pas mal. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de cars en fait de voyages scolaires tout simplement. Mais c'est hallucinant. En fait vous voyez une rangée là, mais il y a une rangée derrière aussi. En gros il y a 50 cars qui sont là en fait. 50 cars, allez il y a une moyenne de 30 personnes. Ça fait 1500 personnes qui sont là juste grâce aux cars tu vois. Donc forcément en fait ça agglutine d'un coup. Et en fait nous on est arrivé un petit peu tôt pour vous avouer ici à Kyoto. Et au début on s'est dit mais en fait il y a personne. On est arrivé quelque chose comme quoi 9h30, 10h. 10h c'est pas si tôt que ça. Il y avait quasiment personne hein. Et c'est vraiment à partir du moment où les cars sont arrivés où d'un coup ça s'est tassé. Et en plus, statistique assez rigolote, c'est que j'ai découvert que 43% des touristes japonais sont mécontents des embouteillages, de la surpopulation qu'il peut y avoir à Kyoto, alors que quand tu demandes aux touristes étrangers, eh bien il n'y a que 16% qui sont mécontents. Donc finalement, c'est qui les plus râleurs? Les touristes japonais, c'est qui les responsables? Et bah plus les touristes japonais que les étrangers. Alors découvrir que les étrangers ne sont pas les responsables de l'engorgement de la ville de Kyoto, c'est une chose, mais ça implique quelque chose de peut-être plus grave. Il y a inversement un point où il faut plus culpabiliser, c'est sur les incivilités. Look at this, look at this. That's why, that's why. コンビニ店員とみられる男性が祇園一帯では10年ほど前から桜の木を激しく揺する人物。C'est majoritairement, voire exclusivement des touristes étrangers qui sont à la source des incivilités. Et ça, c'est un problème. Donc c'est 36% des touristes qui foutent n'importe quoi dans les poubelles, qui dégradent les temples et qui s'attaquent aux geishas. Vous connaissez certainement l'histoire des touristes qui agrippaient les cheveux des geishas ou alors qui prenaient de force des photos avec elles. Il y a même certaines histoires qui racontent qu'un mégot de cigarette aurait été retrouvé dans le décolleté arrière d'une geisha. Vraiment, faut être malade. Forcément, il y a eu des plaintes et c'est comme ça que la ville de Kyoto a dû réagir avec cette nouvelle règle. Règle numéro 8, interdiction de prendre en photo les geishas. Règle numéro 9, interdiction de toucher les geishas. Règle numéro 10, interdiction de circuler dans certaines rues de Gion sous peine d'une amende de 10 000 yens. Règle numéro 11, interdiction de s'installer dans la rue. Règle numéro 12, interdiction de manger en marchant. Règle numéro 13, interdiction de prendre des photos avec un selfie stick. Règle numéro 14, interdiction de toucher les maisons. On peut encore respirer ou... Silencieusement et pas à côté d'une geisha. Bon, je rigole bien sûr, mais pour les habitants du quartier et les locaux en général, c'est pas rigolo du tout. Comme un panneau « Comportez-vous correctement », ce n'est pas assez précis, les Japonais doivent faire un panneau pour chaque activité inappropriée. Au Temple d'Or, c'est pareil, il y a un nombre de panneaux d'interdiction, mais colossal. Je ressens vraiment le désespoir chez certains Kyotoïdes quand je vois ce genre d'image. Il y a même des campagnes de sensibilisation à Kyoto qui s'acharnent pour que les touristes arrêtent de se déplacer bruyamment dans les transports, arrêtent de transporter systématiquement leurs valises, même dans les lieux touristiques, et qu'enfin ils apprennent aussi à se balader un peu en dehors des sentiers battus. C'est pour ça que je suis d'accord avec toutes les règles qui sont appliquées à Kyoto, sauf une. Règle numéro 15. Il y a une incivilité pratiquée par les touristes étrangers sur lequel le Japon adore revenir. C'est les poubelles. 路上に散らばる空き缶やポリ袋、食べ物が入っていた空き容器。
こちらのコンビニの前には路上飲みで消費された空き缶が入るビニール袋が山積みに。 Les poubelles qui débordent à Kyoto ou encore à Shibuya, et vas-y qu'on appuie bien dessus dans les reportages pour montrer à quel point il y en a partout par terre. Et oh tiens, comme par hasard, c'est là où il y a des étrangers et on fait bien le lien logique entre les deux. Et je vais pas être tendre dans mes mots, mais ça pour moi, c'est une hypocrisie absolue. Ce qu'on veut nous faire comprendre dans ces reportages, c'est qu'au Japon, culturellement, les déchets, ils sont à toi. Donc tu les ramènes chez toi pour les jeter chez toi. Mais ça, c'est ce que font les bons élèves, les très bons élèves. C'est ce que les Japonais disent pour faire bonne figure. Couramment, les Japonais, lorsqu'ils sont en déplacement, ils jettent leurs déchets dans les combini. Et quand il y a des soirées et des événements, eh bien ça finit comme à Kyoto. Le samedi soir à Shibuya, avant qu'il y ait des touristes, c'était pareil. À Shinjuku, pareil. Pendant les festivals, les matsuri japonais où il n'y a pratiquement aucun étranger, oh, mais serait-ce des poubelles qui débordent? Imaginez, vous êtes la ville de Kyoto. Tous les jours, vous avez des poubelles qui débordent. Tous les jours, les gens s'en plaignent. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Est-ce que vous faites plus de collecte? Vous rajoutez des poubelles? Vous mettez d'autres poubelles à d'autres endroits stratégiques? Non! Vous décidez de les retirer en vous disant que magiquement les touristes vont se balader avec leurs gobelets en plastique et leurs bâtons de glace sur 15 km pour rentrer chez eux. Assez ambitieux. Et étrangement, ça n'a pas fonctionné. Les touristes se demandent où jeter leurs déchets et finissent par les cacher dans des endroits comme des haies. Les gens essayent d'être responsables, mais les habitants se sentent mal à l'aise et attristés. Ce sont les mots de monsieur Ishikawa, le responsable des commerçants du quartier de Arashiyama. Bon, imaginez-vous à nouveau être la ville de Kyoto, vous avez subi un premier échec, qu'est-ce que vous faites maintenant? Comment il faut réagir? Mais bien sûr, nouvelle initiative, vous allez distribuer des sacs de couleurs différentes à tous les touristes qui passent aux environs, en leur expliquant qu'il faut trimballer leurs déchets sur eux pendant tout leur trajet et en leur donnant une notice de 36 pages à déchiffrer pour comprendre dans quelle poubelle il faut jeter à quel moment leurs déchets. What? C'est pas une blague, ce sont des sacs qui ont fleuri dans quelques zones très touristiques comme à Higashiyama ou à Arashiyama. Et une autre mesure qu'ils ont mis en place, et pour le coup celle-ci, elle a le mérite d'être dissuasive, eh bien c'est des amendes. Règle numéro 15. Si vous jetez vos déchets dans une zone d'embellissement, vous serez condamné à une amende allant jusqu'à 30 000 yens. Et ces zones dites d'embellissement correspondent aux zones les plus touristiques de la ville de Kyoto. Mais alors pourquoi je suis un peu tendu et cynique sur la question des poubelles à Kyoto? Pour comprendre ma réaction, je vous propose l'exemple du festival de Tenjin. 3時間余り大阪天満宮の周辺にはすでに多くの人が集まっていました。 Il a lieu à Osaka le 24 et le 25 juillet de chaque année et en 2023 c'est 1,3 million de visiteurs. Des stands de nourriture partout, on estime leur nombre à 1 millier. Alors fatalement le festival génère beaucoup de déchets, mais vraiment beaucoup. Mais il embarque les poubelles, attendez. Vous voyez, ça c'est le problème des poubelles au Japon. Ah non, on l'a intimidé. Mince. 60 tonnes de déchets en 2 jours seulement. Forcément, il y a eu des incivilités, particulièrement en 2017, où les poubelles vraiment ont débordé dans tous les sens, les corbeaux ont attaqué les poubelles comme ce qui vient de se passer derrière moi. Il y a même des histoires où des gens se sont soulagés à même la rue. Alors comment la ville de Osaka et le Matsuri de Tenjin ont décidé de réagir? En retirant les poubelles? En donnant un sac plastique à toutes les personnes qui étaient là au Matsuri? Ah bah je dis ça parce que visiblement c'est la solution préconisée par la ville de Kyoto. Voyons ça en images. その解決策となるプロジェクトがこちらも4年ぶりに行われています。 Oh mais dis donc, que se passe-t-il? Il y a des initiatives pour limiter le nombre de déchets, des collectes de poubelles plus fréquentes organisées par des associations, avec même des personnes pour aider à faire le tri sélectif, des emballages réutilisables et ils ont même un objectif 0 déchet. Pourquoi? Pourquoi ils mettent pas ça en place à Kyoto? Vraiment, je ne comprends pas. Ah mais c'est incroyable, mais je l'ai payé pour la figuration, c'est incroyable. C'est lui le vrai responsable des déchets à Kyoto. C'est pas les touristes, hein, c'est les corbeaux. Mais oui, c'est lui qui fout les trucs par terre, les gens ils mettaient bien dedans. C'est catastrophique. Le Japon a déjà résolu ses problèmes avec des méthodes efficaces, donc je ne comprends pas la ville de Kyoto qui s'entête à appliquer des méthodes qui ne portent pas leurs fruits. Alors on va me dire, Louis, ça coûte beaucoup d'argent de faire tout ça. Eh bien ça tombe très bien, c'est le prochain point. Règle numéro 16. Un problème, c'est un problème jusqu'au moment où vous faites assez d'argent sur ce problème. C'est cynique, mais je vais vous donner un exemple. Imaginez tous les matins, lorsque vous sortez de chez vous, il y a votre voisin qui passe et qui vous marche sur le pied. C'est désagréable. Vous allez avoir envie de lui casser la gueule au bout d'un moment, mais imaginez qu'à chaque passage, il vous donne 100 €. Il y a moyen que le problème n'en soit plus vraiment un. Et bien ça, c'est exactement ce qui se passe dans la ville de Kyoto. Le pied écrasé, c'est les habitants de Kyoto. Le pied qui écrase, c'est les touristes. Et les 100 €, eh bien c'est l'argent que dépensent les touristes. C'est pour ça que stratégiquement, malgré les incivilités et les plaintes des habitants, eh bien la ville de Kyoto ne veut pas interdire les lieux touristiques.
La ville de Kyoto ne croit pas aux interdictions, mais s'efforce de créer une atmosphère plus confortable et agréable pour les touristes et les habitants. Ce sont les mots de Kumiko Yoshioka, responsable du tourisme et des événements de la ville de Kyoto, qui est en charge de la stratégie de gestion du surtourisme. Et c'est bien parce qu'elle cache pas la vérité, elle explique bien que les Kyotoïtes ont besoin de comprendre que le tourisme, c'est vital à l'économie de la ville. Durant la pandémie, il y avait 0 touristes étrangers et les touristes japonais non plus, il n'y en avait pas énormément, ce qui fait que l'économie de la ville a été dans le rouge cramoisi, ils ont failli faire banqueroute. Et oui, parce que les dépenses des touristes à Kyoto en 2019 par exemple, c'est 9,2 milliards d'euros, soit 12% du produit intérieur brut de la ville, le PIB. Et juste par curiosité, j'ai voulu comparer avec la ville de Paris qui est une des plus visitées au monde et on est à 13% du PIB. C'est très similaire. Mais malgré la reprise en flèche du tourisme, c'est pas suffisant. C'est pour ça que le maire de Kyoto, en janvier 2025, a annoncé qu'à partir de mars 2026, la taxe de séjour dans la ville de Kyoto va augmenter. Et puis pas qu'un peu, ça va faire un x10 dans certains hôtels. Laissez-moi tout vous détailler, on a 5 paliers en fonction du prix de la nuit par personne dans les hôtels. 200 yens pour moins de 5 999 yens, aucun changement par rapport à 2018. 400 yens pour un séjour coûtant entre 6 000 et 19 999 yens, 2 fois plus par rapport à 2018. 1000 yens pour un séjour de 20 000 à 49 999 yens, soit aussi 2 fois plus par rapport à 2018. Donc en vérité, jusqu'au 3e niveau, ça change pas grand chose par rapport à ce qui a été instauré en 2018. Mais la suite pique un peu plus. 4000 yens pour un séjour de 50 000 à 99 999 yens, soit 4 fois plus qu'avant. Et enfin 10 000 yens pour un séjour de 100 000 yens ou plus, ce qui fait 10 fois plus qu'avant. Alors oui, ça fait chiffre choc, ça fait les gros titres, la taxe est décuplée, mais en vérité, je trouve ça assez honnête. J'ai vu des commentaires en français qui disaient vouloir faire une croix sur la ville de Kyoto à cause de ça. Faut pas exagérer. Surtout que cet argent, il va être utilisé pour que le tourisme soit mieux géré dans la ville de Kyoto et du coup, il y aura moins de vidéos pour critiquer les étrangers. Donc je dis, let's go! Quand je vois des cartes comme ça, je me dis qu'il faut aussi savoir un peu dédramatiser la chose. Avec la légende, on a l'impression que les zones rouges débordent de monde et la zone orange, soi-disant touchée par le surtourisme, c'est un peu une blague. Même à Kyoto, dans la rue de Gion où c'était blindé, mais je vous jure, on changeait juste d'une rue et hop, plus personne. Donc vraiment, louer une voiture ou voilà, aller dans des sentiers qui ne sont pas battus encore pour voir à quel point le Japon est vide. Mais à 95%, il n'y a jamais de tourisme, même 99%. Et si bien sûr vous voulez faire les spots connus, ce que je comprends totalement, n'hésitez pas à vous lever un peu plus tôt le matin et pas beaucoup plus tôt, hein, juste même 8h, 9h. Ça suffit pour voir à quel point, là encore une fois, c'est pas très rempli. Il y a le tour de Kyoto à faire ou encore aller à la campagne et vous verrez à quel point on peut se faire de superbes souvenirs là-bas. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.